Bonjour à tous. Donc, le cours d'aujourd'hui va porter sur les menaces sur la biodiversité et les conséquences pour l'être humain de cet effondrement de la biodiversité. Donc, on va revoir des notions qu'on a déjà un peu vues, mais plus approfondies, sur qu'est-ce que la biodiversité, donc les menaces actuelles documentées sur la biodiversité et les conséquences pour l'être humain, notamment en termes des services écosystémiques qu'on tire de la biodiversité. Donc la biodiversité, souvent on l'entend comme un nombre d'espèces, donc ça peut être, on pense surtout aux espèces animales, voire végétales, mais aussi plein de micro-organismes et de bactéries. Finalement, on avait vu la semaine dernière, les micro-organismes constituent la majorité de la biomasse qui existe sur Terre, et même en termes de diversité génétique et de nombre d'espèces. Donc ici, c'est l'arbre de la vie qu'on peut reconstruire en séquençant le même fragment d'ADN génétique sur tous les organismes vivants. Et donc il y a trois grands domaines de la vie, deux domaines de bactéries, les bactéries et les archées, dont on s'est rendu compte qu'en séquençant, en ayant accès à l'information génétique, il y avait deux grands domaines de bactéries aussi différents entre eux qu'ils ne le sont des eucaryotes. Et au sein des eucaryotes, pareil, la majorité sont des micro-organismes, des protistes, et les plantes et les animaux forment juste des tout petits rameaux à l'intérieur de cet énorme domaine que sont les eucaryotes. Et on voit ici que les champignons sont un groupe frère des animaux et très éloigné des plantes. Parce qu'on s'est aussi rendu compte uniquement quand on a eu accès à l'information génétique. Donc ça, donc on peut voir la biodiversité en termes de nombre d'espèces, d'une espèce de collection de timbres d'un nombre d'espèces de biodiversité. On peut aussi comprendre la biodiversité comme cette diversité phylogénétique, que évidemment un nombre d'espèces au sein des bactéries ne sera pas la même chose que si on prend en compte les trois domaines, ou si on regarde un nombre d'espèces uniquement chez les plantes, ça sera évidemment une autre conception de la biodiversité que cette diversité phylogénétique qui prend en compte toute l'histoire évolutive de la spéciation, de la formation des espèces et de la diversification de la vie. Donc il y a plusieurs échelles de la biodiversité, l'échelle au-dessus des espèces phylogénétiques, l'échelle des espèces, et aussi une échelle à l'intérieur de chaque espèce, qui est aussi de la biodiversité et absolument essentielle à prendre en compte. Si on regarde les chiens, toutes les races de chiens sont de la même espèce des latines Canis lupus, et c'est la même espèce que le loup gris dont ils ont été domestiqués. Donc on voit bien que si on considère juste une espèce ici en termes de biodiversité, si toutes les races de chiens s'éteignent sauf une, on aura quand même perdu énormément en termes de biodiversité, de diversité fonctionnelle. Donc la diversité à l'intérieur des espèces, c'est de la diversité génétique, de la diversité fonctionnelle, l'adaptation à différents environnements. C'est aussi essentiel à prendre en compte quand on veut regarder la baisse de la biodiversité ou ce que c'est que la biodiversité. Donc ça, c'est sur une espèce domestiquée, mais c'est exactement la même chose dans les espèces naturelles. Par exemple, chez les tigres, il y a 8 sous-espèces de tigres. 3 ont déjà disparu et elles étaient adaptées à leur milieu. Et donc, on a déjà perdu énormément en termes de diversité fonctionnelle, même si le tigre n'a pas disparu en tant qu'espèce. Chez ces champignons aussi, chez les papillons par exemple, donc ça, c'est différentes morphes à l'intérieur d'une même espèce, et chacune est adaptée à mimer une autre espèce qui, elle, est toxique pour éviter de se faire manger par des prédateurs. Donc c'est de la diversité fonctionnelle au sein des espèces. Et pareil, on est peut-être encore plus habitué à comprendre la diversité au sein de l'espèce humaine. Il y a une diversité de taille, de couleur de peau, et qui représente des adaptations à différents milieux. La couleur de peau, c'est une adaptation à la luminosité. La peau noire évite d'avoir trop de dommages à l'ADN par le soleil avec la mélanine qui le protège, et la peau claire permet de bénéficier des rayons de lumière pour synthétiser la vitamine D. Donc c'est vraiment une adaptation à l'environnement. Et on découvre de plus en plus d'adaptations spécifiques de populations humaines, à l'altitude par exemple, à la digestion du lait. Donc il y a de la diversité qui correspond à des adaptations locales à des environnements. Donc c'est depuis Darwin qu'on a compris comment était générée la biodiversité et surtout ce que c'était que la biodiversité. Donc, je veux dire, on peut voir la biodiversité comme une collection d'espèces, mais c'est vraiment une mauvaise vision de la biodiversité. La biodiversité, ce n'est pas une collection de timbres statiques. La biodiversité, c'est vraiment une évolution perpétuelle
Donc ça, c'était l'image qu'il y avait dans le livre de Darwin, L'origine des espèces. Et donc on voit bien que c'est un processus dynamique. À chaque pas de temps, il y a des nouvelles formes qui apparaissent, qui disparaissent et qui forment des nouvelles formes et qui évoluent. Donc il avait découvert le processus d'évolution par sélection naturelle, c'était son principal apport, et qui vraiment montre que ce qu'il a essayé de faire passer dans cette figure, que la biodiversité, c'est un équilibre dynamique qui est toujours en mouvement. Et donc c'est vraiment important si on veut comprendre. Par exemple, si on veut conserver la biodiversité et savoir comment le faire, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas juste garder un état qui serait l'état fixe, idéal. Il faut conserver le processus qui permet aux populations de s'adapter, qui permet à des nouvelles formes d'émerger quand d'autres s'éteignent, et à chaque population de s'adapter à l'environnement qui est en train de changer. Donc il faut vraiment voir la biodiversité comme un équilibre dynamique, et pas comme un équilibre stable. Comme ici, cette boule, si on la bouge un peu, elle revient à son équilibre stable. Donc on pourrait avoir de temps en temps la vision de la biodiversité comme quelque chose qu'il faut conserver tel quel, qu'il faut conserver l'équilibre dans lequel elle est. Mais ce n'est pas un équilibre stable comme ça qui revient, c'est un équilibre qui est en perpétuel mouvement, qui est vraiment dynamique. Et donc ce n'est pas un équilibre non plus instable. Comme ici, cette boule, si on la bouge un peu, elle s'éloigne définitivement de son équilibre. La biodiversité, ce n'est pas un équilibre instable, c'est un équilibre dynamique, comme lorsqu'on roule à vélo. On avance et on tient debout parce qu'on avance. Si on arrête, on tombe. Et la biodiversité, c'est vraiment ça. C'est parce qu'elle est en train d'évoluer et de s'adapter sans cesse à son environnement qu'elle se maintient dans son équilibre dynamique. Et donc c'est vraiment une vision très différente de la collection de timbres ou la collection de graines ou des choses qu'on peut stocker telles quelles dans des parcs ou dans des eaux. C'est pas comme ça qu'on conserve la biodiversité. Ce qu'il faut conserver, c'est l'équilibre, la capacité des espèces de s'adapter sans cesse à leur environnement, aux autres espèces dans le milieu, à l'environnement climatique par exemple. Or, actuellement, la biodiversité est en train de s'effondrer. Donc c'est vraiment le terme d'effondrer, parce que c'est un équilibre dynamique qui s'arrête et donc tout s'écroule. Donc le déclin est largement documenté par des scientifiques, et donc on va voir quelques éléments de ce déclin et les causes de cet effondrement. Donc, en particulier, il y a l'IPBES, une plateforme intergouvernementale qui est un peu l'équivalent du GIEC, mais pas sur le climat, sur la biodiversité, et donc qui documente le déclin, l'effondrement de la biodiversité et ses causes. Donc là, vous voyez par exemple dans différents groupes, des amphibiens, aux coraux, requins, reptiles, l'estimation du pourcentage d'espèces menacées en rouge et en orange. Donc on voit que c'est variable entre groupes, mais dans tous les groupes, il y a un énorme pourcentage d'espèces en danger critique d'extinction. Donc, on peut faire un peu le test du pare-brise, par exemple, pour les insectes. Vous savez que dans les années 70, quand on faisait un long voyage en voiture, on était obligé de s'arrêter à toutes les stations pour nettoyer le pare-brise, parce qu'il y avait plein d'insectes qui se collaient sur le pare-brise. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, parce qu'il y a un effondrement du nombre d'insectes et qui est largement documenté. Par exemple, une étude avait été faite en Allemagne, pourtant dans des zones protégées. Et donc, ils ont documenté en 30 ans une baisse de 75% de la biomasse des insectes dans des aires protégées. Donc ça, c'est des études scientifiques qui le documentent, et pour tous les groupes d'insectes. C'est vrai pour les insectes, c'est vrai pour beaucoup de groupes, et ces taux d'espèces en danger augmentent exponentiellement. Le déclin, l'effondrement s'accélère drastiquement. On voit ici dans le rapport de l'IPBES le pourcentage cumulé d'espèces disparues, et donc on voit bien que ça augmente pour tous les groupes de façon exponentielle. Donc les différents groupes ont différents taux de menaces, et ça dépend aussi des régions. Et les régions tropicales, on avait vu la semaine dernière, c'est les régions les plus riches en espèces, et c'est les régions les plus menacées. Vous avez ici l'indice de planètes vivantes qui compile un peu plein d'indices de biodiversité, de différentes mesures de la biodiversité. Et on voit que ça diminue encore plus drastiquement dans les zones équatoriales. Donc là, c'est vrai sur le continent américain, mais c'est pareil sur les autres continents. Les zones tropicales qui sont les plus riches en biodiversité sont celles où il y a le déclin le plus drastique. Et donc là, vous avez, on va revenir dessus, les différentes causes de déclin de la biodiversité, une dégradation et perte de l'habitat, une exploitation,
les espèces envahissantes et les maladies, la pollution et le changement climatique. Donc ils ont essayé d'attribuer le déclin à différentes causes. Et c'est aussi différentes causes. Évidemment, il y a plus de changements d'habitat, par exemple par déforestation dans les zones tropicales, alors que dans nos régions, le changement d'habitat a déjà eu lieu. Et c'est plutôt d'autres causes qui actuellement causent le déclin, comme les pollutions. On va revenir là-dessus. Et donc on a différentes mesures de la biodiversité, comme on a vu. La biodiversité, ce n'est pas juste un nombre d'espèces, il y a plein de mesures. Donc on peut la mesurer en termes de nombre d'espèces, mais tout groupe confondu. On peut la mesurer en termes de nombre d'espèces, par exemple chez les plantes, en termes d'abondance des populations, parce qu'une espèce, si elle a 3 individus ou 1 million d'individus, évidemment, ce n'est pas la même chose. En termes de biodiversité et de risque d'extinction, en termes de diversité génétique qui peut se maintenir dans cette population, en termes de risque d'extinction, de répartition, est-ce qu'elle est plus ou moins fragmentée, et tous les indices concordent à un effondrement de la biodiversité dans toutes les régions. Et alors, il y a certaines espèces qui s'en sortent un peu mieux, et en général, c'est des espèces généralistes, plus inféodées à l'habitat humain, évidemment. Donc, en particulier, il y a un programme stock du Muséum d'histoire naturelle, suivi temporel des oiseaux communs, qui est de la science participative, qui utilise des citoyens qui acceptent tous les jours, par exemple, d'aller au même point d'écoute et notent les espèces d'oiseaux qu'ils ont entendues. Donc ça permet d'avoir une couverture du territoire absolument excellente et des données très fiables sur la quantité et l'abondance des espèces. Et donc, par exemple, les espèces spécialistes, par exemple l'alouette, qui est très spécialiste des champs, ou la linotte mélodieuse, ont leur population qui diminue drastiquement, alors que des espèces plus généralistes et plus inféodées à l'habitat urbain, eux ont leur population qui augmente. Donc là, c'est vrai sur 3 exemples, mais c'est vrai globalement sur tous les oiseaux. On voit ici l'évolution des effectifs d'oiseaux mesurés par le stock. Donc on voit que les généralistes s'en sortent un peu mieux, mais les espèces des milieux agricoles ont vu une baisse de 38% de leurs effectifs. Toutes les espèces, si on considère toutes les espèces, il y a des diminutions drastiques. Alors chez nous, les forêts n'ont pas diminué ces dernières années, donc c'est resté assez stable. Mais il y a d'autres régions du monde, évidemment, où ça a été beaucoup moins stable. Donc on peut dire, mais il y a toujours eu des extinctions dans l'histoire de la vie. Il y a eu, donc on parle des 5 grandes extinctions de masse. À l'Ordovicien, 86% des espèces ont disparu. On peut voir ça sur les registres fossiles. Au Dévonien, 75%. Au Permien, c'était la grande extinction où 96% des espèces ont disparu. Au Trias, 80%. Au Crétacé, la dernière extinction de masse, c'était 76% des espèces. Donc on peut se demander où on en est maintenant, à quel taux. Est-ce qu'on peut comparer le taux d'extinction actuel des espèces, par exemple, la dernière extinction de masse du Crétacé? Et effectivement, on parle de 6e extinction de masse en cours. Donc, si on compare par exemple le taux d'extinction sur le long terme dans les registres fossiles, donc là vous avez une échelle log, ça veut dire qu'à chaque graduation on multiplie par 10, ce n'est pas une échelle linéaire. Et donc on change d'ordre de grandeur à chaque fois, on multiplie par 10, 100, 1000. Et donc on voit que le taux actuel d'extinction des espèces est 1000 fois plus grand que le taux qu'on mesure sur les extinctions fossiles. Et si on mesure. Alors, si on estime, si on extrapole les tendances actuelles, on a dans les extinctions futures un taux d'extinction 10 fois les taux actuels. Et donc on peut essayer de comparer par exemple la dernière extinction de masse. Donc là vous avez les nombres qui correspondent à combien de fois plus c'est comparé au taux d'extinction du Crétacé. Donc si on le mesure soit depuis 1500, soit depuis 1980. Donc on voit que ça a augmenté, tous les taux ont augmenté pratiquement entre... si on mesure par rapport à 1500 ou 1980. Et donc là, par exemple, les extinctions d'oiseaux, c'est 103 fois le taux par rapport au Crétacé, qui était déjà une extinction de masse. Et c'est vrai dans tous les groupes de vertébrés, donc les vertébrés globalement, les oiseaux, les mammifères, les amphibiens, donc les reptiles un peu moins, mais quand même des taux plus grands que ceux du Crétacé. Un autre exemple de comment on peut mesurer la perte actuelle de la biodiversité, si on extrapole les tendances actuelles, les 5 prochaines décennies de perte de biodiversité, on dit c'est pas grave, ça va se régénérer, mais il faudrait, donc ce qu'on prévoit qu'on aura perdu dans les 5 prochaines décennies, on a estimé qu'il faudrait 3 à 5 millions d'années pour se restaurer. Donc oui, ça se restaurera si on arrête les causes
de perte de la biodiversité, mais pas à l'échelle humaine. Les dernières extinctions de masse, le temps qu'il a fallu pour régénérer autant d'espèces, c'était des millions d'années. Et en plus, on a ce qu'on appelle probablement une dette d'extinction, c'est-à-dire que même les espèces actuellement qu'on considère qui ne sont peut-être pas en danger ou qui sont encore là, peut-être qu'elles sont juste, elles sont insauvables, elles sont déjà pratiquement éteintes. C'est comme quand on regarde les satellites qui tournent autour de la Terre, s'ils dévient leur orbite, ils vont tomber, ils ne tombent pas tout de suite, ils tombent en cercle, mais on sait qu'ils vont tomber parce qu'ils ne peuvent pas se maintenir. Et donc pour expliquer ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle un vortex d'extinction. Donc on avait vu la semaine dernière, souvent les populations évoluent, la dynamique des tailles de population a cette forme-là, c'est-à-dire qu'ils augmentent de façon exponentielle avec le temps jusqu'à un équilibre stable qui sont limités par les ressources. On peut modéliser ça par des modèles très simples. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que quand il y a très peu d'individus, le taux de croissance est positif, et quand il y a beaucoup d'individus, le taux de croissance est négatif, il revient à son équilibre. Donc c'est le taux de croissance, si l'équilibre de ces K individus ici, on revient à l'équilibre, c'est-à-dire que le taux de croissance est négatif quand on est au-dessus de K et il est positif quand on est en dessous de K et on revient à l'équilibre. Donc dans ce cas-là, on peut se dire, bon, c'est pas grave, si une population a peu d'individus, si on la met dans des réserves, elle va se restaurer puisque son taux de croissance va augmenter puisqu'il y a peu d'individus. Le problème, c'est qu'il y a plein de populations qui ont ce type de courbe de croissance, ce qu'on appelle l'effet Ali du nom du chercheur qui l'a mis en évidence, c'est-à-dire qu'en fait, il existe un nombre d'individus en dessous duquel le taux de croissance redevient négatif. C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez d'individus, la population, elle décroît. Par exemple, chez les plantes, parce qu'il n'y a plus assez de pollen. S'il n'y a pas assez de plantes, il n'y a pas assez de pollen pour polliniser même les individus qui sont là. C'est pareil chez ce petit coléoptère, s'il n'y a pas assez d'individus, il ne trouve pas de partenaires pour se reproduire. Et donc, en dessous d'une certaine taille de population, c'est le vortex d'extinction. Il diminue, même s'il a les conditions pour se maintenir, assez de ressources. Il n'y a plus assez d'individus pour maintenir la population. C'est ce qu'on appelle le vortex d'extinction. Et donc, si pour certaines populations, peut-être qu'elles sont encore là, mais il n'y a pas assez d'individus pour que même elles puissent se maintenir, même si on lui redonne les conditions et les ressources, l'habitat pour se maintenir. Et en particulier, ça c'est vrai quand on a des habitats très fragmentés, on a des toutes petites populations qui ne sont pas capables de disperser jusqu'au prochain patch, et donc chaque population est vouée à l'extinction, et donc c'est ce qu'on appelle une dette d'extinction. Pour parodier l'affiche du film La haine, où jusqu'il me disait, c'est la blague de quelqu'un qui tombait d'en haut d'un immeuble et qui disait jusqu'ici tout va bien, jusqu'à la chute, l'espèce est encore là, mais on sait qu'elle est vouée à l'extinction. Donc il y a quand même une prise de conscience depuis un certain nombre d'années qu'il y avait une baisse de la biodiversité. Il y a eu des différentes réunions intergouvernementales pour essayer d'évaluer le problème et d'avoir des objectifs politiques chiffrés pour restaurer la biodiversité. Donc il y a eu en 1992 la conférence sur la biodiversité, différentes COP, différents objectifs avec vraiment des plans stratégiques et des objectifs de restauration de la biodiversité. On voit que ça n'a absolument pas influencé la tendance de la baisse de la biodiversité jusqu'ici. Donc on peut faire différentes projections suivant ce que finalement on va arriver à faire. Donc on peut accélérer encore la chute ou, suivant ce qu'on arrive à faire, peut-être la restaurer. Donc ça, c'est les constats sur la documentés par les scientifiques sur la baisse de la biodiversité. Les causes, quelles sont les causes ? Clairement, tout est lié à l'homme, à la présence humaine, à différentes actions dues à l'homme. Donc, par exemple, si on regarde sur différents continents, le pourcentage restant de population initiale de gros animaux, en Australie, en Amérique du Nord, à Madagascar, on voit que ça a chuté drastiquement, pile à l'arrivée des êtres humains sur les continents en question. Ce n'est pas tous au même moment, donc ce n'est pas tous une cause extérieure qui a fait causer la biodiversité. C'est à chaque fois l'arrivée de l'homme sur un continent qui a causé la baisse, là, en particulier des populations de gros animaux, par surexploitation. Donc les menaces sur la biodiversité, alors souvent on pense tout de suite au changement climatique, évidemment, parce que même s'il ne l'est pas assez, il est quand même assez présent dans les médias. Mais actuellement, l'IPBES a estimé que c'était que le troisième facteur globalement sur la planète
de baisse de la biodiversité. Alors évidemment, ça peut devenir plus important si le changement climatique devient plus important, et il y a de fortes chances que ça soit le cas. Donc on avait vu la semaine dernière, on peut faire différents scénarios de changement climatique qui a été fait par l'IPCC, un organisme intergouvernemental sur le changement climatique, donc avec un état des lieux sur le réchauffement actuel et des projections suivant différentes actions ou pas qui pourraient être faites. Donc, par exemple, si le CO2 reste constant par rapport à l'année 2000, si on continue pareil, si on arrive à stopper plus ou moins les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a différents scénarios et ces différentes projections. Et alors, on peut se dire, par exemple, bon, c'est peut-être pas beaucoup de différence entre un changement climatique en moyenne de 1,5 degré ou de 2 degrés, mais rien qu'un demi-degré, ça fait énormément pour la biodiversité et plein d'autres catastrophes. Donc, par exemple, il y a une estimation que les inondations augmenteraient de 100% avec 1,5 degré de réchauffement, mais 170% avec 2 degrés. Pour les canicules, à 1,5 degré, il y aurait 700 millions de personnes affectées régulièrement, et il y en aurait 2 milliards à 2 degrés. Pour la perte des coraux, on prévoit que 70% en 2050 auront complètement disparu avec 1,5 degré, et ils auront tous disparu avec 2 degrés. Que la glace arctique, avec 1,5 degré, elle disparaîtrait tous les 100 ans, alors que ça serait tous les 10 ans avec 2 degrés. Donc, et pareil, les sécheresses sévères, donc chaque demi-degré a fait une grosse différence. Et sur la biodiversité, on estime qu'avec 1,5 degré, il y aurait 6% des insectes, 8% des plantes et 4% des vertébrés affectés. Et avec 2 degrés, c'est le double à chaque fois. Donc ça fait une énorme différence. Alors, on avait déjà vu un peu la semaine dernière, mais on peut essayer de prédire un peu pour certaines espèces, par exemple, quelles seront les conséquences d'un réchauffement climatique. Par exemple, sur cet oiseau, la citelle, on peut essayer de voir quelle est sa distribution présente et d'essayer de projeter, suivant les différents scénarios climatiques de l'IPCC, quelle serait sa distribution suivant différents scénarios de réchauffement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des modèles statistiques. Donc, on prend en compte, on a des mesures de l'humidité, par exemple, sur le continent européen, des mesures de température. On regarde quelle est la distribution de la citelle, où est-ce qu'elle a été observée, et on prédit quelle combinaison de paramètres abiotiques permet de maintenir les populations de citelles. Et du coup, après, on projette avec les changements climatiques, donc suivant les différents scénarios dont je vous ai parlé, avec plus ou moins de réchauffement climatique, et on voit qu'on arrive à prédire où elle disparaît ici en rouge, dans toutes les régions du sud, elle disparaît, et elle migre plus vers le nord. Donc là, en l'occurrence, pour la citelle, on peut se dire, bon, c'est pas si grave, elle va migrer vers le nord. Globalement, la citelle arrive à se maintenir en Europe, mais évidemment, il y a plein d'autres espèces qui arrivent soit pas à migrer ou pour lesquelles le changement climatique sera beaucoup trop grand. Enfin, par exemple, il y a cette étude qui avait été faite sur le frêne américain, avec une projection, s'il y a un réchauffement de 1 degré, ça ne change pas tellement sa distribution, elle disparaît quand même au sud et elle migre vers le nord. Et 1 degré, on sait déjà qu'on aura vraiment du mal à ne faire que ça. À 3 degrés, il n'arrive à se maintenir qu'ici. On voit bien que si c'est plus, il ne peut pas migrer plus au nord. Donc chez l'érable, par exemple, dans les Alpes, donc la distribution actuelle, et on voit qu'avec le scénario A1 de l'IPCC, il se maintient que dans cette petite zone nord des Alpes, et que si c'est encore pire, il ne se maintiendra probablement pas du tout. Pareil pour cette fougère, sa distribution actuelle dans les Alpes et la distribution prédite en 2080 par ce scénario A1, on voit qu'elle se maintient que dans toute petite zone du nord des Alpes. Et donc ça a été fait par exemple sur 1350 espèces de plantes globalement, pour la projection à la fin du XXe siècle, suivant pourtant un scénario assez modéré. Et donc ils prédisent que plus de 50% des espèces de plantes seront vulnérables en Europe, et on aura perdu près de 60% des espèces en montagne, parce que en montagne, elles ne peuvent pas migrer vers le nord, elles peuvent migrer en hauteur, mais pas indéfiniment. Et donc les montagnes en particulier auront une perte de diversité plus grande que d'autres régions. Donc le changement climatique, évidemment, peut produire une baisse de la biodiversité catastrophique. Alors actuellement, l'IPBES accuse la destruction des habitats naturels comme étant la première cause à l'échelle de la planète
de la destruction, de l'effondrement de la biodiversité. Donc effectivement, hein, si on déforeste massivement l'Amazonie, toutes les espèces endémiques, et on a vu qu'il y en avait beaucoup dans les zones tropicales, disparaissent complètement et instantanément. Donc c'est évidemment une énorme cause de l'effondrement de la biodiversité. Donc c'est vrai pour les forêts, c'est vrai pour les habitats aussi marins ou océaniques. Hein. Par exemple, la mer d'Aral, c'était le 4e plus grand lac d'Europe dans les années 80, et là maintenant il a pratiquement disparu, en particulier parce que les fleuves ont été détournés pour de l'irrigation, et donc évidemment toutes les espèces qui étaient endémiques ou qui étaient là ont disparu. Donc une autre illustration, un exemple, il y en a évidemment beaucoup, hein, la déforestation de l'île de Bornéo par exemple, entre 1950 et 2020, on voit qu'il y a une très petite zone de forêt, donc, et puis en particulier sur les îles, on avait vu qu'il y avait beaucoup d'espèces endémiques, c'est-à-dire qui sont présentes que sur ces îles, qui n'existent nulle part ailleurs. Si on enlève leur habitat, elles disparaissent évidemment. Donc les destructions d'habitat, hein, c'est sur toute la planète. On voit ici, plus c'est foncé, plus il y a une forte destruction d'habitat. Et donc évidemment, avec des zones surreprésentées à l'échelle de la planète, mais toute la planète est concernée. On peut aussi faire des projections, de la même façon qu'on fait des projections pour le changement climatique, on peut essayer de projeter le changement d'usage des terres. Donc là, pareil, différents scénarios sont pris en compte et on regarde le pourcentage des populations qui restent chez des batraciens par rapport à ce qu'il y avait en 2015. Hein, et on voit que, donc, évidemment, plus il y a de changement d'usage des terres et de destruction de leurs habitats, plus l'abondance des espèces diminue et le nombre d'espèces sont en danger. Vous avez ici, pareil, donc l'évolution entre 2030 et 2070, suivant les 3 scénarios d'usage des terres. Et on voit, suivant le pire scénario ici simulé, un grand nombre d'espèces qui arrivent en danger critique d'extinction dans les années 70. Et quelque chose qui aggrave encore cette histoire, c'est que, en fait, ce n'est pas juste la diminution de l'abondance des populations n'est pas linéaire avec la taille de leur habitat. C'est-à-dire que si on fragmente une forêt, si on la diminue, ça va diminuer plus que linéairement la capacité des espèces à se maintenir, en particulier par l'effet Halley et par d'autres effets. On voit ici la probabilité d'observer une espèce vraiment dans les forêts. Ce n'est pas des projections en fonction de la taille des fragments de la forêt. Donc ça augmente plus que linéairement, donc plus l'habitat est grand, plus proportionnellement on arrive à maintenir des espèces, et inversement, hein, plus on fragmente, plus proportionnellement, même pire que juste ce qu'on fragmente, met en danger le maintien des populations. Donc la destruction d'habitats, hein, c'est assez intuitif. Évidemment, ça fait disparaître toutes les espèces qui étaient dans ces habitats. Un deuxième facteur aussi à l'échelle de la planète, et particulièrement dans les milieux marins, c'est la surexploitation. Par exemple, hein, la pêche non durable est en train de vider les océans de leur vie. Les poissons sont particulièrement affectés par cette surexploitation. Les forêts aussi, évidemment. Et encore ici, on retrouve l'effet Halley, hein, qu'on peut appeler l'effet Halley anthropogénique, c'est-à-dire que si plus une population devient petite, plus ce taux de croissance en fait, va diminuer. Donc on pourrait se dire, par exemple, s'il y a des espèces de papillons que les collectionneurs aiment bien ou des espèces que les gens aiment bien chasser, s'il y a une trop petite taille de population, ça va devenir trop pénible d'aller les chasser, ils vont arrêter, et puis la population va se restaurer. Le problème, c'est que plus l'espèce est rare, plus les gens vont investir des moyens et sont prêts à payer cher pour aller chasser et collecter jusqu'au dernier spécimen. Et donc on arrive à un vortex d'extinction. Plus la population est petite, plus elle est menacée parce qu'elle est petite, parce que les gens sont prêts à payer plus cher pour aller collecter jusqu'au dernier spécimen ou chasser jusqu'au dernier spécimen. Donc ça, c'est vrai pour les collectionneurs et les chasseurs, mais aussi des gens avec quand même une fibre écologique. Par exemple, il y a des espèces en danger comme le grand tétras ou le lynx qui sont dérangées par des personnes qui ont envie de les observer, donc a priori qui aiment bien ces espèces, qui voudraient a priori les conserver, mais ils ont envie d'aller les observer et ils les dérangent sur leur site de reproduction. Parce que les grands tétras, c'est quand ils chantent, quand ils se reproduisent, qu'il est le plus facile à observer et le plus intéressant à observer. C'est là où, si on va l'observer, on va le déranger et on va faire diminuer sa population parce qu'il est rare, parce qu'on va aller l'observer. Donc c'est un effet Halley anthropogénique, le fait que la population, parce qu'elle est petite, est encore plus en danger, et là dû à un effet humain. Donc une autre menace sur la biodiversité, c'est les espèces exotiques envahissantes, et qui est peut-être moins connue du grand public.
c'est le fait que c'est des espèces, avec les échanges commerciaux, les voyages humains, il y a de plus en plus d'échanges à travers la planète, et donc des espèces qui arrivent sur un nouveau continent. Alors, la plupart du temps, elles n'arrivent pas à s'établir, mais il y en a qui deviennent dominantes et qui excluent des espèces locales. Par exemple, les rats et les serpents ont été beaucoup dispersés dans les cales des bateaux. C'était par l'homme, mais pas intentionnellement. Ils étaient dans les cales des bateaux, ils débarquaient, et en particulier sur les îles, ils ont causé déjà énormément d'extinction d'espèces d'oiseaux, parce que sur les îles, donc, il y a des espèces endémiques, mais il y a en général assez peu d'espèces par rapport au continent, et en particulier souvent moins de prédateurs. Donc les oiseaux n'ont pas évolué des défenses contre des prédateurs. Le dodo, par exemple, il ne savait pas voler, parce qu'il n'avait pas de prédateurs. Et donc il était hyper vulnérable à l'arrivée des hommes et les oiseaux sur les îles, à l'arrivée de ces prédateurs qui mangent leurs œufs. Donc sur l'île de Guam, par exemple, plein d'espèces d'oiseaux qui ont été éteintes parce que les serpents sont arrivés. Donc il y a des chats arrêts qui sont donc des chats retournés à l'état sauvage et qui menacent des populations d'oiseaux sur les îles. Donc les fourmis envahissantes, Cléo vous en parlera au séminaire plus davantage. Donc ça, c'est la perche du Nil qu'on a introduit cette fois intentionnellement dans un lac en Afrique pour nourrir les populations locales, parce que on voit que c'est une source de nourriture assez intéressante, mais le problème, c'est qu'elle est tellement énorme et dominante qu'elle menace d'extinction les 200 espèces de cyclidés locales, endémiques, qui n'existent que dans ces lacs-là. Ça, c'est le forbe, qui est aussi une plante envahissante et qui menace d'extinction en Amérique des espèces locales. Et donc, les fourmis, il y a beaucoup de fourmis envahissantes dans le monde qui menacent, pareil, les espèces d'insectes locales parce qu'elles deviennent dominantes. Et donc, il y en a de plus en plus et partout dans le monde. Donc, quelques exemples. Donc, le cochon sauvage, qui est assez écologiquement dominant. Le Senecio jacobi, qui est assez toxique pour le bétail, qui est envahissant. L'algue Colerpa taxifolia qui a envahi les herbiers de Méditerranée. Et on a pu retracer d'ailleurs que c'était qu'un seul clone qui s'est échappé de l'aquarium de Monaco. Les moules zébrés qui posent des dégâts parce qu'ils s'accrochent sur les cales des bateaux, qui vont dans les tuyaux, donc qui a une grosse importance économique. Ces escargots qui sont relâchés en fait, par ceux qui ont des aquariums, qui au bout d'un moment en ont marre, s'en débarrassent dans les cours d'eau et ils sont très très prolifiques. Vous voyez ces œufs ici, et donc ils envahissent très facilement. Et ils excluent par compétition, on avait vu la semaine dernière, par compétition les espèces locales ou ces plantes aussi envahissantes qui forment des énormes réseaux racinaires et qui, pareil, excluent les plantes locales. Un autre exemple, c'est cette vigne japonaise qui a été introduite délibérément parce qu'elle fait des énormes racines, donc c'était pour limiter l'érosion des sols. Le problème, c'est que justement, elle fait des tellement énormes racines qu'elle envahit tout, qu'elle exclut tout le reste de la végétation. Elle grimpe sur tous les arbres, sur tout ce qu'il y a autour, et qu'elle est impossible à éradiquer tellement elle fait des grosses racines qui vont partout. Les ragondins, une autre espèce envahissante en Europe, donc son aire d'origine, c'est l'Amérique du Sud. Donc là-bas, il est limité par ses prédateurs. Souvent, dans l'espèce envahissante, une des raisons pour lesquelles elles deviennent envahissantes dans un nouveau milieu, c'est qu'elle s'est débarrassée quelque part de ses prédateurs et de ses pathogènes. Elle arrive dans un nouvel environnement où elle n'a pas de prédateurs et de pathogènes. C'est le cas du ragondin. Il n'y a pas le puma pour le manger. Il n'a pas de prédateurs en Europe, à part peut-être pour les jeunes, les fouines qui mangent les tout jeunes ragondins, et donc il a été introduit pour sa fourrure. Il s'est échappé d'élevage, voire introduit intentionnellement, et il est en train d'envahir et donc exclure d'autres espèces locales. Donc, on avait vu l'exemple de la fourmi d'Argentine, qui vient d'Argentine et qui a envahi toute la côte méditerranéenne et qui forme des super colonies. Donc on avait vu, contrairement aux espèces natives de fourmis qui ont chacune de l'altruisme au sein de leur nid, mais sont agressives avec les autres nids, elles forment des super nids qui font toute la côte, des super colonies, c'est-à-dire qu'elles échangent leurs ressources et elles coopèrent sur 6000 km, c'est-à-dire qu'elles sont capables de recruter en quelques minutes des milliards d'individus, et elles sont capables, par exemple, de tuer un crapaud vivant et de déplacer les fourmis locales. Et elles posent aussi beaucoup de problèmes dans les habitations, mais surtout pour la biodiversité. Donc, il y a plein de fourmis envahissantes, par exemple la fourmi de feu, qui cause des brûlures assez dérangeantes et puis qui pose aussi des problèmes de dégradation de circuits électriques, même de béton, qui est très dominante aussi et qui exclut des populations locales aux États-Unis.
Donc il y a aussi des invasions évidemment biologiques de pathogènes. Donc juste quelques exemples, mais pareil, il y en a de plus en plus. Donc le chancre du châtaignier, c'est un champignon qui a été introduit d'Asie en Europe et aux États-Unis. Alors en Europe, il ne fait pas trop de dégâts parce qu'il est lui-même parasité par un virus qui ne le rend pas trop virulent, alors qu'aux États-Unis, il a pratiquement éteint tous les châtaigniers d'Amérique du Nord, alors que c'était une espèce assez dominante. Il y a un oomycète, donc c'est pas vraiment un champignon, c'est plus proche des algues, mais ça ressemble assez phénotypiquement, Phytophthora, et qui est très généraliste, c'est-à-dire qu'il est capable de parasiter beaucoup d'espèces d'arbres différentes et est en train de décimer des forêts entières. Et pareil, qu'il est en train de se répandre sur la planète. Donc, il y a aussi le champignon chancre des résineux, qui pose beaucoup de problèmes et aussi économique pour la production de bois. Et alors les batraciens sont particulièrement menacés par un champignon pathogène qui cause la chytridiomycose et qui est en train d'envahir la planète depuis les années 90. Pratiquement un seul clone, une seule lignée clonale qui envahit toute la planète, mais qui est très généraliste aussi, et donc il est capable d'infecter la plupart des amphibiens. Et donc il y a déjà 120 espèces d'amphibiens qui ont été décimées à cause de ce champignon, et il y en a 500 qui sont menacés. Donc on peut essayer d'essayer de retracer comment se produisent ces invasions biologiques pour essayer d'éviter qu'elles se produisent ou d'essayer de comprendre en tout cas. Donc on essaye de regarder par exemple s'il y a une population de champignons pathogènes natifs d'Europe, donc avec une diversité génétique et qui envahit le monde entier. On peut essayer de regarder par quelle route, comment se produit l'invasion biologique. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un goulet d'étranglement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a juste quelques individus qui arrivent à devenir dominants dans toutes les régions envahissantes. Donc c'est ce qu'on a fait par exemple pour le mildiou de la vigne. Donc c'est un oomycète, c'est pas un champignon. On a cru pendant longtemps que les oomycètes étaient des champignons, le mildiou, le Phytophthora. Mais en fait, génétiquement, pareil, en séquençant de l'ADN, on s'est aperçu que ça se branchait très proche des algues brunes. Et donc on a pu retracer que le mildiou, on utilise des marqueurs génétiques, on génotype des souches qui viennent du monde entier, et on peut retracer que tout le mildiou qui envahit, qui pose problème dans les vignobles du monde entier, viennent d'Amérique du Nord, où il y a plusieurs espèces de vignes sauvages natives. Il y a 5 espèces de vignes sauvages qui ont chacune leur pathogène, leur mildiou. Et en fait, on a introduit, alors c'était à la fin du 19e siècle, on avait le problème du phylloxéra, donc des petits insectes qui causaient un problème sur la vigne. On a importé du coup des porte-greffes résistants au phylloxéra des États-Unis, et on a importé avec le mildiou de façon non intentionnelle évidemment, et donc qui venait d'une seule des vignes, des espèces de vignes sauvages locales, et même quelques individus sur cette vigne sauvage qu'on a importé en Europe, qui est passé en Europe de l'Est, et qu'on a importé avec sûrement l'échange de cépages dans les vignobles du monde entier. Il n'y a qu'en Amérique du Sud où ça vient, c'est une introduction secondaire depuis l'Australie. On a étudié de la même façon une invasion biologique. Alors là, c'est un champignon qui n'a pas de problème pour les cultures, mais pour les populations naturelles. C'est un champignon castrateur de Cariophyllacées. Ici, c'est le compagnon blanc. Il produit ses spores dans les anthères de la plante à la place du pollen. Comme ça, les spores du champignon sont dispersés par les pollinisateurs. C'est un peu une maladie sexuellement transmissible des plantes. Les spores sont dispersés à la place des gamètes, le pollen. Donc on voit ici les spores du champignon violettes. Et donc la plante et le champignon sont natifs d'Europe. La plante est envahissante aux États-Unis depuis au moins 200 ans, et le champignon est envahissant depuis 100 ans. Il est pour l'instant que dans l'est des États-Unis. Et donc de la même façon, on a génotypé avec des marqueurs génétiques plein de souches du champignon, et on a observé qu'il y avait plusieurs groupes génétiques différents, ici avec des couleurs. Et donc on voit qu'aux États-Unis, c'est la couleur bleue qui correspond au groupe génétique d'Écosse, et donc on peut retracer que l'invasion biologique s'est passée d'Écosse vers les États-Unis, et seulement d'Écosse, et avec une très forte perte de diversité. Donc là encore, c'est seulement quelques individus qui ont réussi à s'établir et à devenir envahissants sur un nouveau continent. Et donc on a regardé un peu plus globalement sur les champignons pathogènes, et on voit ici, en marron, c'est quand on n'avait pas de données, et en bleu, c'est quand il y a eu un changement d'eau. Donc
souvent les pathogènes qui deviennent envahissants dans un nouveau continent, ils changent d'hôte, ils arrivent à s'adapter sur une nouvelle espèce. Ils ont souvent changé de reproduction, souvent ils sont devenus asexués ou autofécondants par rapport à leur milieu natif où ils étaient plutôt allofécondants. Ils ont souvent perdu de la biodiversité. À chaque fois qu'on l'a regardé, ils avaient perdu énormément de diversité génétique et pourtant ils arrivaient à devenir envahissants. Parce que souvent, en fait, il y a eu des introductions multiples, c'est-à-dire qu'il y a peu d'individus qui étaient introduits, mais de différentes populations. Et donc globalement, ça permettait quand même une diversité génétique. Et souvent avec des hybridations entre plusieurs populations, voire entre espèces différentes, qui permettent de créer un nouveau champignon virulent. Donc, ces invasions biologiques sont catastrophiques pour la biodiversité, mais aussi on peut chiffrer le coût qu'elles représentent pour les sociétés humaines vraiment en dollars. Donc là, vous avez en rouge les 100 espèces qui sont considérées les plus envahissantes, par exemple les chats à raies, les rats, les fourmis, les charançons, le forbe dont je vous ai parlé, le cochon sauvage, les lapins, la moule zébrée dont je vous ai parlé. Et ça, c'est d'autres espèces donc, qui ont aussi estimé un coût très énorme et qui ne sont pas considérées comme les plus envahissantes. Donc le moustique, les champignons pathogènes, des charançons, les pigeons. Donc les coûts que ça représente en termes de gestion de ces populations envahissantes et de dégâts qu'elles causent, par exemple, sur des cultures. Et donc l'estimation du coût global, c'est presque 163 milliards de dollars en 2017. Donc c'est catastrophique pour la biodiversité, c'est catastrophique en termes de coûts directs pour les sociétés humaines. Donc on a vu plusieurs causes de menaces sur la biodiversité. Une autre cause, et en particulier dans nos contrées, qui est absolument la première cause, probablement par exemple sur le déclin des insectes, c'est les pollutions, et en particulier les pesticides qu'on répand sur les cultures. Évidemment, c'est des produits qui sont faits pour tuer les insectes, et ils le font très efficacement, et pas sélectivement. Ils ne tuent pas uniquement les ravageurs de culture. Quand on répand comme ça globalement dans l'environnement, ça tue tous les insectes, c'est fait pour ça. Et c'est évidemment une des premières causes de déclin de la biomasse des insectes. Tous les insectes déclinent, même dans les zones protégées. Donc évidemment, ça ruisselle, ça diffuse partout ces pesticides. Alors souvent quand on dit par exemple le déclin des abeilles, souvent on entend, même dans la littérature scientifique, en fait on ne sait pas très bien pourquoi. Donc d'accord, il y a les insecticides, il y a aussi le frelon asiatique qui attaque les insectes, il y a aussi le varroa qui est un parasite qui attaque les insectes, donc finalement on ne sait pas très bien pourquoi elle diminue. Mais ça, alors, il faut bien se rendre compte que c'est ce qu'on appelle du social engineering en anglais. C'est-à-dire c'est une manipulation de grands groupes pour nous faire croire que c'est des causes multifactorielles. On a déjà vu ça pour le tabac. À l'époque, pour les industriels qui vendaient du tabac, essayer de savoir comment faire pour ne pas que les gens ne comprennent pas que le tabac causait des cancers, alors qu'ils le savaient très bien. Donc ils ont commencé par nier le fait que le tabac causait des cancers. Puis quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient plus à nier que le tabac causait des cancers, ils ont commencé à financer beaucoup d'études scientifiques sur d'autres causes de cancer, d'autres causes environnementales, d'autres causes génétiques. Et donc, en fait, ça inonde la littérature scientifique de plein d'études sur d'autres causes. Et c'est très habile. C'est-à-dire qu'ils injectent énormément d'argent, par exemple sur les abeilles, ils injectent énormément d'argent pour qu'on étudie le varroa, le frelon asiatique. Et donc, quand on regarde les littératures scientifiques de façon tout à fait objective, on trouve beaucoup plus d'études sur l'influence du varroa ou du frelon asiatique sur le déclin des abeilles que de l'effet des insecticides. Parce que ça a été financé massivement et que vous dites à un chercheur « je vous donne de l'argent pour travailler et pour étudier quelque chose », ils ne vont pas dire non. Et ils n'ont pas l'impression que ce soit un problème éthique. Mais globalement, donc c'est ce qu'on appelle du social, et ça, le terme a été reconnu et créé, alors que, évidemment, ce n'est pas que les abeilles qui diminuent drastiquement, tous les insectes, alors qu'ils n'ont pas de varroa, ils n'ont pas de frelon asiatique. Il y a une baisse de 75% des insectes volants en 30 ans, même dans des aires protégées. Qu'est-ce qui a changé massivement en 30 ans ? C'est le fait qu'on enrobe maintenant les semences avec des pesticides. Donc, avant, on traitait quand il y avait un problème les cultures. Maintenant, on enrobe les semences dans des pesticides. Donc déjà, 80% part dans l'environnement directement par ruissellement avec l'eau.
Et ça veut dire que l'insecticide est là tout le temps dans la plante. Et tous les insectes qu'il visite, tous les insectes qui sont autour, ont cet insecticide. Donc évidemment, ça va causer des pertes massives de biomasse des insectes. En plus, les tests qui sont faits pour autoriser les insecticides, c'est des tests de toxicité aiguë. C'est-à-dire qu'on soumet une abeille à une certaine dose d'un insecticide. Mais c'est comme si on vous fait fumer une cigarette et on dit bah, vous voyez, vous ne mourrez pas. Mais le problème du tabac, c'est une toxicité chronique, une exposition prolongée. Et puis le problème des abeilles, ce n'est pas tellement qu'elles vont mourir, c'est qu'elles sont désorientées par les néonicotinoïdes, par exemple. Donc on dit bah non, elles vont très bien, mais parce qu'on ne fait pas un test qui montre si elle arrive à retrouver sa ruche. On fait un test de toxicité chronique. Donc, il y a l'EFSA quand même qui avait proposé en 2013 de faire un test de toxicité chronique pour voir l'effet à long terme et sur plein d'aspects sur les insectes. Et en fait, donc il y a une étude scientifique et financée pas par des écologistes, financée par les producteurs des pesticides, qui a montré que si on faisait ce test-là, 79% des herbicides, 75% des fongicides et 92% des insecticides ne réussisseraient pas le test. Ils ont tous une toxicité chronique trop forte. Et donc la conclusion, depuis, c'est qu'il ne faut pas faire le test parce que sinon on va interdire la plupart des insecticides et des pesticides. Et il y a des précédents de ces problèmes-là et de ce social engineering. Donc, par exemple, l'agent orange, donc, vous savez, il était répandu pendant la guerre au Vietnam, donc c'est un défoliant. Il était répandu pour supprimer les forêts et détruire les cultures, donc pour pas que les Vietnamiens puissent s'en nourrir, puissent se cacher dans les forêts. Donc il y a eu 20% des forêts du Sud-Vietnam qui étaient affectées, 400 000 hectares de terrains agricoles. Et donc il y a Richard Doll, qui était une personne très respectée, c'était celui qui avait établi le lien entre l'usage du tabac et le cancer du poumon, et qui a témoigné en Australie lors d'un procès qu'il n'y avait absolument aucune relation entre le cancer et l'agent orange. Et on s'est aperçu après, quand ça a été déclassifié, qu'il avait il avait été payé pendant 10 ans par Monsanto, et il avait reçu $1 500 par an, pendant 1 an par jour de Monsanto. Donc l'État américain n'a pas pu être poursuivi parce que c'était en temps de guerre, mais donc des associations de victimes ont porté à la justice donc les fabricants de l'agent orange, Docomittal et Monsanto, qui ont été condamnés à verser des dommages et intérêts aux victimes. Donc c'est une molécule très stable dans l'environnement, et donc encore maintenant, elle cause des malformations et des cancers. C'est une dioxine très stable. Donc ils ont été condamnés, donc ils étaient reconnus coupables. Donc il se passe maintenant la même chose pour le Roundup, vous savez, donc, qui contient le glyphosate. Et donc Monsanto a été accusé devant un tribunal international citoyen en 2016 et devant le tribunal international de La Haye de crimes contre l'humanité. Écocide, c'est une nouvelle notion qui apparaît de plus en plus. Et la justice américaine a déclassifié des correspondances internes de Monsanto qui montraient qu'elle savait très bien qu'il y avait un potentiel mutagène du glyphosate. Et donc le glyphosate est tombé dans le domaine public maintenant. Donc ça veut dire qu'ils n'ont plus de brevets. Et donc c'est en partie pour ça qu'ils font des OGM résistants au Roundup qui leur permettent de continuer à vendre, d'obliger les gens qui achètent les OGM d'utiliser le Roundup. Et c'est le principal avantage des OGM, c'est le fait de pouvoir contrôler la filière et l'utilisation des herbicides correspondants. Donc cette notion d'écocide, elle est vraiment importante et risque de devenir de plus en plus importante dans les années prochaines. Donc c'est des attaques graves contre l'environnement. Et donc pour l'instant, donc il existe, comme dans le cas du Vietnam, il y a eu des jugements qui correspondent à des écocides dans des conflits armés, mais les atteintes graves à l'environnement en temps de paix n'ont encore jamais été condamnées, ne sont pas encore reconnus par le droit international. Il y a certains pays qui le reconnaissent, et la France, le Parlement français a refusé de reconnaître la notion d'écocide jusqu'ici. Donc évidemment, tous les pesticides dans l'environnement tuent les insectes, c'est fait pour ça, et on les répand de façon préventive, c'est ça qui est grave, pas seulement de façon curative au moment où il y a un problème, on les répand a priori partout dans l'environnement par ces semences enrobées.
Et donc, évidemment, le majeur problème, c'est que ça tue des insectes. Mais par exemple, il y a une étude récente qui vient de montrer que aussi ça rend résistant, ça fait évoluer des résistances, et en particulier aux champignons pathogènes humains, un Cryptococcus qui cause des infections humaines, est devenu de plus en plus résistant aux fongicides, parce qu'il se trouve dans le sol où il y a plein de fongicides qui sont répandus. Donc évidemment, les pesticides, fongicides sont les principales pollutions de l'environnement, mais il y en a d'autres. Donc il y a aussi les engrais qu'on répand qui causent une forme de pollution. Par exemple, le fait de mettre plein de nitrates, ça cause une eutrophisation, c'est-à-dire que ça va faire... Donc il y a des algues, par exemple, qui se développent énormément parce qu'elles ont beaucoup de nitrates, elles arrivent à se développer, et elles étouffent toute la végétation en dessous et toute la vie animale en dessous. Donc évidemment, le plastique, vous avez ça sûrement entendu parler, c'est de plus en plus... on en retrouve absolument partout, on vient même en retrouver dans le sang humain pour la première fois. La pollution lumineuse aussi, qui n'est pas forcément reconnue, mais si ça dérange la reproduction des espèces nocturnes. Un autre type de pollution, évidemment, c'est la radioactivité. Donc, nous, dans notre laboratoire à Paris-Saclay, on a un chercheur qui travaille sur les conséquences de Tchernobyl au niveau de la biodiversité. Donc, il faut bien se rendre compte que l'accident de Tchernobyl, ça représentait l'équivalent de 400 bombes atomiques, et avec, par exemple, le plutonium qui a une demi-vie de 24 000 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 24 000 ans, il reste encore la moitié de ce qui a été émis au départ, sur une surface qui correspond à 45% de la France. Alors souvent, des fois, on entend dire que quelque part, ça a été bien pour la biodiversité, que la nature a repris ses droits à Tchernobyl, que l'homme n'est plus là et les plantes et les animaux peuvent reprendre leurs droits. C'est faux. Ce que le chercheur a fait à Paris-Saclay, c'est il a regardé. Donc là, vous avez une couleur plus foncée, plus c'est un taux de radioactivité élevé. Et donc, il a regardé un peu l'abondance des espèces suivant le taux de radioactivité. Parce que là, on n'a qu'un événement, donc on ne peut pas le comparer à d'autres événements. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a comparé des gradients de radioactivité. Il a regardé, par exemple, l'abondance des espèces. Et dans tous les groupes où il a regardé, donc là, vous avez le nombre d'espèces ou le nombre d'individus. Ici, c'était le nombre d'espèces, j'ai des papillons, des bourdons, des mammifères, des oiseaux, en fonction de la radioactivité. Et on voit que ça diminue drastiquement à chaque fois. Là où il y a le plus grand taux de radioactivité, il n'y a plus d'animaux. Et même ceux qui sont là ont des graves problèmes. Donc il a répertorié par exemple le nombre de mutations, la fréquence des mutations sur plusieurs années à Tchernobyl et à un endroit qui est un peu moins affecté par la radioactivité. Et donc on voit les taux de mutation ont augmenté de façon drastique, c'est-à-dire des mutations, on voit de l'albinisme, on voit des tumeurs, on voit des malformations du bec, des malformations des plumes, là, avec un manque de symétrie qui permet donc de moins bien voler. Donc, plein de sortes de mutations très fréquentes dans ces endroits-là. Il y a aussi moins de décomposeurs dans les sols, par exemple, moins de champignons, moins d'insectes. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il avait enterré des sachets de bois à différents taux de radioactivité. Et on voit le taux de décomposition après 9 mois dans les sachets enterrés. Donc pratiquement tout était décomposé quand il n'y avait pas de radiation et plus rien n'était décomposé dans les sites les plus irradiés parce qu'il n'y a plus de décomposeurs, il n'y a plus de champignons. Ce qui fait que du coup, il y a plein de bois morts qui s'entassent dans les forêts puisqu'ils ne sont plus décomposés. Donc il y a beaucoup plus de feu qu'ailleurs, normalement dans une forêt, qui disperse encore plus la radioactivité ailleurs. Donc on a vu ce que c'était que la biodiversité, on a vu les menaces actuelles sur la biodiversité, donc l'effondrement réel et les causes sur la biodiversité. Alors on peut se dire, ok, ça a divers, mais est-ce que c'est grave ? Peut-être c'est dommage, mais on peut vivre avec. Mais en fait, plein d'études scientifiques montrent que non, on ne peut pas vivre avec cette baisse de diversité qui s'annonce. On pourrait se dire, de combien d'espèces les sociétés humaines ont besoin ? Est-ce qu'il ne suffit pas de nourrir quand même les populations ? Ce n'est pas le plus important. Est-ce qu'il nous suffit de quelques animaux pour manger, quelques céréales et autres légumes, et on arrive quand même à maintenir l'espèce humaine ?
Mais non, ce que j'espère, je vais montrer dans tous ces cours, l'évolution montre, ce que l'écologie, les sciences de l'écologie et de l'évolution montrent, c'est que non, on fait partie d'un écosystème, on tire des services de ces écosystèmes, et les espèces ne peuvent pas se maintenir sans interaction avec les autres espèces et sans évolution et sans diversité génétique. Alors, si on garde juste quelques variétés d'animaux et de plantes, par exemple, elles vont être très vite attaquées par des pathogènes. On a vu, il y a de la coévolution entre les hôtes et les pathogènes. Par exemple, on n'arrête pas de réintroduire chez les plantes, donc on a domestiqué des espèces souvent avec une baisse de diversité génétique, et en particulier, on a perdu beaucoup de gènes de résistance aux pathogènes qui sont présents dans les populations sauvages. Donc, par exemple, chez le pommier, on réintroduit sans cesse des gènes de résistance qui viennent des pommiers sauvages. Mais parce qu'il existe encore des pommiers sauvages actuellement, mais qui sont menacés par la déforestation, par les pathogènes pestifiés des plantes. Donc non, on ne peut pas juste garder nos variétés de pommiers, par exemple. Il faut, pour l'instant, pour arriver à les maintenir, on réintroduit sans cesse des gènes de résistance qui viennent des populations sauvages. Et il serait complètement illusoire de croire qu'on pourrait les recréer. Un gène de résistance, il met des millions d'années à évoluer et par coévolution avec des pathogènes. C'est des mutations, c'est ça que nous enseignent les sciences de l'écologie et de l'évolution. C'est que pour avoir un gène de résistance qui évolue, c'est plein de mutations qui arrivent dans différents individus, qui prennent des milliers d'années pour apparaître et qui, par recombinaison, créent quelque chose qui est adaptatif, qui est bénéfique et qui va être sélectionné, mais qu'on ne peut pas recréer comme ça de rien. Et Darwin l'avait déjà dit, ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, la plus intelligente, c'est celle qui est la plus adaptable au changement. Donc on peut entendre qu'il suffit de créer un OGM qui va être super résistant à la sécheresse, super résistant aux pathogènes, et puis c'est bon. Mais non, parce que les pathogènes évoluent et que vraiment, c'est la diversité génétique et les interactions avec nos espèces qui permet le maintien globalement de la biodiversité et aussi le maintien durable de nos cultures. Et en plus, donc, toute cette biodiversité, donc, on tire des services de cette biodiversité. Donc, évidemment, ce n'est pas forcément la seule raison pour laquelle on veut le conserver, mais ça peut être une raison. Donc, par exemple, on tire des ressources génétiques et pharmacologiques. Donc, les antibiotiques, ça vient des champignons. C'est Fleming qui avait découvert la pénicilline en faisant pousser ces bactéries, des staphylocoques pathogènes. Et donc, il y avait un contaminant, un pénicillium, qui arrivait à pousser sur sa boîte de pétri, mais les bactéries n'arrivaient pas à pousser autour parce qu'il produisait cette pénicilline qui tuait les bactéries. C'est comme ça qu'il a découvert la pénicilline. Depuis, on a découvert d'autres antibiotiques. On a découvert des anticancéreux dans la pervenche de Madagascar, dans l'IF. Donc ça, c'est des chercheurs du CNRS à GIF qui ont découvert... mais en fait, on s'est aperçu après que ce n'est pas l'IF, la plante, qui produisait l'anticancéreux en question, mais un pathogène endophyte qui vivait dans l'arbre. Encore l'année dernière, on a découvert une plante en Polynésie, le matalafi, qui produit une nouvelle molécule qui ressemble à l'ibuprofène, qui peut être intéressant. Donc on ne sait pas dans quelle espèce on va découvrir demain un médicament qui sera indispensable contre une nouvelle pandémie. Donc la biodiversité nous fournit aussi de l'inspiration pour des modèles, pour des nouvelles technologies, ce qu'on appelle le biomimétisme. C'est de plus en plus utilisé. Donc juste quelques exemples. Donc ce TGV japonais qui a été fait vraiment sur la base du bec du martin-pêcheur pour limiter au maximum les frottements dans l'air, ou des robots qui sont faits sur le modèle de ces pattes du gecko, un petit lézard qui a des milliers de poils microscopiques qui s'adhèrent aux surfaces avec des forces de Van der Waals à l'échelle nanométrique. Donc on a fait ces robots-là, et puis en fait, au bout d'un moment, ça ne marchait pas, ils n'arrivaient plus à marcher au plafond, parce qu'il y a plein de saletés aussi qui se collaient sur les poils, et donc on allait de nouveau regarder sur le gecko, et on s'est aperçu qu'il avait un gel auto-nettoyant qui nettoyait sans cesse ces microfilms, mais ces poils, et on a fait pareil. Un des services écosystémiques qu'on a longtemps ignoré, dont on commence à se rendre compte qui est indispensable pour la plupart de nos cultures, donc c'est la pollinisation. C'est le fait que des insectes transportent du pollen des plantes mâles vers des plantes femelles. Et donc 70% de nos cultures utilisent ce service qui est pour l'instant gratuit, la pollinisation. Et maintenant que ça disparaît, que les insectes disparaissent, on se rend compte à quel point on en est dépendant. Sur les cultures d'amandiers aux États-Unis, par exemple, les cultivateurs sont obligés d'élever des ruches
qui remplacent régulièrement parce que les abeilles ne retrouvent pas leur ruche et disparaissent. Et ça commence à être vraiment limitant. Et donc, il y a des endroits en Chine où les gens doivent polliniser à la main tous les fleurs des arbres fruitiers. Donc là, c'est un exemple des fruits et légumes qu'on peut voir dans nos supermarchés et ce qu'on pourrait avoir si on n'avait plus d'insectes pollinisateurs. 70% de nos cultures, on ne pourrait juste pas les produire. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que, je vais revenir là-dessus, on avait vu ça la semaine dernière, ce qui est vraiment essentiel à comprendre, c'est que c'est un écosystème complexe. Donc on tire un service, la pollinisation des abeilles par exemple, ou des pollinisateurs, mais les pollinisateurs, ils ne sont pas juste tout seuls dans l'environnement, ils sont en interaction avec plein d'autres espèces. Et on ne sait pas quelle autre espèce est essentielle pour le maintien des pollinisateurs. Peut-être que si celle-là disparaît, le pollinisateur ne se maintient pas, ou si celle-là devient plus abondante, le pollinisateur ne se maintient pas parce qu'il est trop mangé, ou si un champignon pathogène arrive, il va tout décimer. Il y a plein de choses, plein d'espèces en interaction, des millions d'espèces en interaction, et il est très difficile de prévoir si une espèce disparaît, est-ce que ça va avoir un impact sur l'espèce dont on dépend absolument. Et surtout, il y a souvent en plus des points de bascule. C'est-à-dire que si on regarde par exemple le pourcentage de plantes visitées par des pollinisateurs en fonction du pourcentage de pollinisateurs éteints, il y a plein d'espèces d'abeilles, il y a plein d'autres espèces qui pollinisent. Donc, s'il y a un certain pourcentage de pollinisateurs qui disparaît, on maintient le service, on arrive toujours à polliniser jusqu'au point de bascule où tout d'un coup ça collapse. Et c'est pas linéaire. Et donc, si on dépasse ce point de bascule, on ne peut plus revenir en arrière puisque les espèces ont disparu. Et ce n'est pas linéaire dans le sens où on ne pourra pas se dire « Ah là, on arrive à un point où on n'arrive plus à polliniser assez, on arrête ». Ben non, une fois qu'on se sera rendu compte qu'on n'arrive plus à polliniser assez, il sera trop tard. On sera au-delà du point de bascule. Et donc, pour illustrer cette histoire d'interaction et d'écosystèmes, quelques exemples, mais il en existe des beaucoup plus complexes et plein d'autres. Donc, par exemple, dans le parc du Yellowstone, le loup avait disparu. Et on s'est aperçu qu'il y a des plantes protégées qui étaient menacées d'extinction. Donc, quel est le rapport ? Ce n'est pas le loup qui a pu faire que les plantes deviennent en danger, la disparition du loup, mais si, parce que le loup, il mangeait les herbivores qui, eux, mangeaient les plantes. Donc le loup disparaît, il y avait plus d'herbivores, il mange les plantes menacées. Donc c'est un exemple tout simple, avec 3 espèces, et on n'avait pas prédit que la disparition du loup menacerait d'extinction des plantes protégées. Et c'est donc ce qu'on appelle le contrôle biologique, les top prédateurs qui contrôlent les niveaux d'en dessous. Donc, par exemple, les épisodes de pulvérisation de méduses, c'est parce qu'il n'y a plus les top prédateurs. Le fait qu'il y ait des ravageurs qui explosent de temps en temps, c'est parce qu'il y a moins d'oiseaux qui avant contrôlaient leur population. Et donc, notre réponse, ça va être d'introduire des pesticides. Mais peut-être qu'il faut juste autoriser d'avoir plus d'oiseaux en arrêtant justement les pesticides. Alors des fois, on essaye de faire du contrôle biologique. Nous-mêmes, on introduit des parasitoïdes qui pondent leurs œufs dans les larves, dans les chenilles, par exemple, parasites de nos cultures. Mais des fois, des interactions toutes simples fait que ça a l'effet contraire de ce qu'on voulait. Par exemple, on avait introduit un parasitoïde pour contrôler un parasite de l'olive, la mouche de l'olive. Et en fait, au lieu de faire diminuer les populations de chenilles, ça les a fait exploser parce que le parasitoïde qu'on a introduit est entré en compétition avec le parasitoïde local du parasite. Et donc finalement, les 2 populations de parasitoïdes se sont effondrées, ce qui a en fait exploser la population du ravageur, dans l'effet contraire à cause de ces interactions entre espèces, de la compétition. Un autre exemple qui a été étudié pareil par un chercheur de notre laboratoire, c'est sur des îles en Californie, il y avait des espèces endémiques de renards, donc endémiques, c'est-à-dire qui n'existent que sur ces îles. Donc sur 3 îles au large de la Californie, les populations de renards diminuaient drastiquement et inversement, la population de moufettes augmentait. On se dit peut-être que c'est elle qui fait disparaître le renard en entrant en compétition. Donc il y a plein d'études qui ont été faites et en fait on s'est aperçu qu'il y avait plein de cadavres de renards mangés par des aigles. Donc on se dit voilà, c'est l'aigle coupable. Pour une fois, c'est pas de notre faute, c'est pas l'homme qui est la cause de la disparition des renards endémiques là. Et en fait, si. Ce qui s'était passé, c'est que parce que les aigles, pourquoi les aigles n'étaient pas là avant ? Ils ont réussi à venir sur l'île et à se maintenir parce que l'homme a introduit le cochon sauvage qui a permis à l'aigle de maintenir sa population sur l'île. Donc
l'homme a introduit le cochon sauvage, qui a permis à l'aigle d'avoir assez de nourriture pour se maintenir sur les îles. Il ne pouvait pas avant, parce que les renards ne lui donnaient pas assez de nourriture. Et du coup, comme il s'est installé sur les îles, il a mangé le renard, qui du coup était moins en compétition avec la moufette, qui, elle, a explosé en termes de population. Donc on voit, l'introduction de cochons sur une île a fait disparaître des espèces de renards et a fait augmenter des populations de moufettes. Donc on voit que c'est absolument pas prédictible, il y a tellement d'interactions entre plein d'espèces. Et là, c'est un exemple tout simple, avec quelques espèces sur une île. Un autre exemple, donc, ce serpent de Guam qui a été introduit par les cales des bateaux sur l'île de Guam, donc il a fait disparaître 12 espèces d'oiseaux endémiques. Et donc on a essayé de contrôler ces populations. En particulier, on a relargué par hélicoptère des cadavres de souris qui avaient du poison dedans. Et donc ça, en l'occurrence, ça a pas mal marché. Alors on peut se dire, c'est une bonne idée, on va essayer de contrôler les populations envahissantes, par exemple sur des îles où il y a des rats qui menacent des populations locales, on va mettre du poison, des appâts empoisonnés pour limiter la population de rats. Mais ce qu'on peut observer, pareil, des interactions de compétition qui font qu'on fait diminuer la population de rats, mais ça fait exploser la population de souris qui n'est plus en compétition avec les rats sur l'île et qui, du coup, en fait, a le même effet parce qu'elle mange aussi les œufs des oiseaux en question. Et d'ailleurs, on peut modéliser un peu ces effets-là et voir que... donc là, par exemple, on a modélisé la force du contrôle, donc la quantité d'appâts empoisonnés qu'on va mettre sur l'île, par exemple, en fonction de sa spécificité. Est-ce que l'appât va plutôt attirer les rats, les souris ou les deux à la fois? Et on voit que, un peu dans tous les cas, c'est-à-dire que même si on met un contrôle très élevé, on met beaucoup de poison, et avec une spécificité très élevée contre les rats, ça fait exploser la population de souris. Et que globalement, en fait, dans à peu près tous les cas, on maintient des populations de prédateurs assez élevées. Et donc on peut aussi modéliser, mettre dans le modèle la population de l'oiseau dont il mange les œufs. Et on voit que dans certains cas, on peut même rendre les choses encore plus catastrophiques. À cause de la campagne d'éradication ici, donc on a fait diminuer la population de rats, mais exploser la population de souris. Et en fait, la proie qu'on voulait conserver diminue encore plus en population. Donc on a encore un effet contraire des effets de conservation qu'on voulait faire. Donc, et globalement, donc la biodiversité, un des autres services qu'elle nous rend, c'est que globalement, un écosystème avec plus de biodiversité, il est plus résilient, il est plus résistant aux perturbations. Il y a plusieurs effets qui permettent cette résilience, en particulier un effet d'assurance, c'est-à-dire que plus vous avez d'espèces dans un milieu donné, plus vous avez de chances qu'il y ait une espèce qui soit résistante à une perturbation donnée. Et globalement, un milieu où plus de ressources sont exploitées parce qu'il y a plus d'espèces qui exploitent chacune sa niche écologique, plus elle est résistante à l'invasion, par exemple, puisque les ressources sont déjà occupées. Et en plus, globalement, la biodiversité augmente la productivité des écosystèmes, pareil, par plusieurs effets, de la complémentarité, c'est-à-dire que chaque espèce prend des ressources un peu différentes, et donc globalement, ça augmente la production de biomasse, la productivité. Il y a même des effets de facilitation, c'est-à-dire que la présence de certaines plantes va aider d'autres plantes à mieux pousser, par des effets, par exemple, d'abritement, ou une plante utilise les déchets produits par une autre plante. Et puis un effet d'échantillonnage, plus vous avez d'espèces dans un milieu donné, plus vous avez de chances d'avoir une espèce plus productive. Donc globalement, ça a été montré par plein d'études, la biodiversité augmente la résilience et la productivité des écosystèmes, et y compris des agrosystèmes. D'autres services qu'on tire de la biodiversité, c'est le recyclage de la matière organique, la fertilité des sols. Par exemple, les associations symbiotiques avec des champignons sont nécessaires pour plus de 70% des arbres dans nos forêts. Toute la vie dans les sols est essentielle à sa fertilité. Donc on a vu les champignons sont les seuls organismes vivants capables de dégrader la lignine, donc de recycler la matière organique, le bois mort. Par exemple, à Tchernobyl, il n'y a plus de champignons et c'est une catastrophe, il y a des feux tout le temps.
Les recycleurs de matière organique, c'est aussi essentiel, et c'est quand on perd le service qu'on se rend compte à quel point c'était utile. Donc en Australie, par exemple, on a introduit tellement de bétail qu'il n'y avait pas assez de décomposeurs de bouse de vache, ça s'accumulait, c'était ingérable. Donc ils ont été obligés d'importer des scarabées d'Afrique tous les ans pendant des années pour arriver à faire recycler les bousses de vache. Il y a aussi des services donc, qui correspondent au fonctionnement global des écosystèmes, la régulation des eaux, de l'air, par exemple le fait qu'on fasse disparaître toutes ces zones humides qui sont des points chauds de biodiversité. Évidemment, avant, elles stockaient l'eau en période où il y avait beaucoup d'eau et elles le relarguaient en période de sécheresse. Et donc le fait d'avoir fait disparaître toutes ces zones humides, évidemment, participe au fait qu'il y a de plus en plus d'inondations. Et le fait aussi qu'on a supprimé des grandes surfaces végétales qui assuraient le contrôle de l'érosion des sols, qui aussi participent à l'aggravation des inondations globalement. Donc la biodiversité aussi permet la prévention des épidémies. Quand vous plantez un clone sur des hectares et des hectares, si un pathogène arrive à s'adapter à cette variété, il va tout décimer partout. Alors que si vous plantez des variétés différentes ou des espèces différentes, ça fait à la fois une barrière physique et une barrière à l'adaptation, à l'évolution de nouveaux pathogènes. Et donc ça arrive de plus en plus souvent. À chaque fois qu'on crée une nouvelle variété résistante, en 2-3 ans, elle est contournée par les pathogènes, parce qu'on les plante sur des énormes surfaces, et donc il y a une énorme pression de sélection pour que les pathogènes s'y adaptent. Ça arrive sur l'olivier, ça arrive sur le blé, ça arrive partout, tout le temps. Donc là, c'est un résumé des différents types de services écosystémiques que l'être humain tire de la biodiversité. Donc il y a 4 grandes classes qui ont été détaillées par l'IPBES, des fonctions de support, donc de production primaire, de recyclage des éléments, de fertilité des sols, évidemment de l'approvisionnement par les cultures, l'élevage, le bois, l'eau, mais aussi très important la régulation des flux environnementaux, la régulation du climat. Ce n'est pas seulement le réchauffement climatique, c'est toute la biodiversité qui participe à cette régulation. L'atténuation de l'érosion, le contrôle biologique des prédateurs et des ravageurs, et aussi un aspect, mais qui n'est pas négligeable en termes d'argent, d'écotourisme et de loisirs, et aussi une valeur esthétique et récréative et intrinsèque. On peut aussi vouloir conserver la biodiversité pour sa valeur intrinsèque. Mais on peut aussi essayer donc il y a des approches qui essayent de chiffrer ce que nous apporte la biodiversité, ce qu'on tire de la biodiversité des valeurs écosystémiques, des services écosystémiques, et les estimations représentent plus que le PIB mondial chaque année. Donc clairement, on n'a pas les moyens même de se passer de la biodiversité. Ça nous apporte en argent plus que ce qu'on gagne et ce qu'on génère. Alors évidemment, donc, ça peut être un argument, on en a besoin et on n'est pas capable de le payer autrement. Et on peut aussi se dire, c'est comme la peine de mort, on peut essayer de comparer les prix d'un prisonnier mort et d'un prisonnier qui va passer sa vie en prison, ou on peut aussi décider que ce n'est pas le problème, et que c'est plutôt la valeur de la vie intrinsèque qui compte. Donc ça, c'est une décision sociétale, évidemment. Globalement, la biodiversité, elle est parfois comparée à une bibliothèque. Donc il y aurait... Chaque espèce serait un livre, donc si on perd un certain nombre de livres d'espèces, c'est dommage, on perd une ressource génétique, on perd quelque chose, c'est dommage, mais globalement la bibliothèque est toujours là. Mais une meilleure analogie de la biodiversité, c'est plutôt les rivets d'un avion. C'est Paul Ehrlich qui avait émis cette analogie avec l'idée que les différentes espèces seraient les rivets d'un avion. Donc on peut perdre quelques rivets, on peut perdre quelques espèces, globalement l'écosystème fonctionne toujours, jusqu'au moment où on a perdu trop de rivets, il n'y a plus rien qui fonctionne. On a vu que les écosystèmes, c'est des interactions entre plein d'espèces qui globalement fonctionnent en interaction les unes avec les autres. Et si on perd quelques espèces, il ne se passe rien. Et puis tout d'un coup, on arrive au point de bascule où tout collapse, plus rien fonctionne et c'est trop tard, on a perdu les espèces, on ne peut plus revenir en arrière. C'est comme... parce qu'elles sont toutes en interaction, c'est plutôt une analogie de rivet d'un avion que de bibliothèque. Et donc ça, c'est encore une image toute simple, mais les écosystèmes, c'est des interactions entre millions d'espèces, et on est incapable de vraiment savoir qu'est-ce qui se passe si telle espèce disparaît. Et donc on ne peut pas se dire on va juste conserver les quelques espèces qui nous sont utiles directement. Elles ne peuvent pas se maintenir sans les écosystèmes et sans la dynamique et la diversité.
Donc, on a vu quelques exemples du fait que la perte d'espèces correspond plutôt à une perte de rivets d'un avion, qu'une espèce disparaît, et ça a des conséquences en chaîne sur plein d'autres espèces, et qui a des conséquences pour les sociétés humaines. Et donc, globalement, on en revient à l'idée que la biodiversité est un équilibre dynamique, un système complexe, donc pas une collection de termes. On ne peut pas conserver, ça ne sert à rien de conserver quelques individus dans des eaux. Donc, il y a une époque où on savait très bien comment conserver la biodiversité. On prenait un mâle et une femelle de chaque espèce animale et ça redonnait un écosystème fonctionnel. On sait que ce n'est pas le cas maintenant. Les sciences de l'écologie et de l'évolution montrent que la biodiversité est un équilibre dynamique avec des interactions entre plein d'espèces. Il ne suffit pas juste de conserver les quelques espèces dont on a besoin, même si on veut juste conserver comment fonctionnent les sociétés humaines. Il faut conserver les écosystèmes et surtout la dynamique qui permet aux espèces de continuer à s'adapter pour continuer à persister. Elles ne peuvent pas persister si elles ne sont pas en état dynamique. Ça ne sert à rien de conserver des graines comme au Svalbard, où ils ont fait une énorme chambre forte dans le sous-sol au froid pour conserver plein de graines, mais ça ne sert à rien si elles ne peuvent pas réévoluer contre leurs pathogènes en interaction avec les autres, et surtout si on ne conserve pas les habitats où elles peuvent se maintenir. Donc une image qu'on avait déjà vue, une analogie qui est très parlante, c'est l'analogie de la reine rouge. Donc c'est dans Alice, dans le livre de Lewis Carroll, Alice de l'autre côté du miroir, où Alice court avec la reine rouge du jeu d'échecs, mais elle reste à la même place. Donc elle demande à la reine, mais pourquoi chez moi quand on court on arrive quelque part? Et la reine rouge lui dit, oui, mais ici il faut courir pour rester à la même place parce que le paysage avance. Donc c'est une bonne analogie des espèces qui doivent évoluer sans cesse face aux changements environnementaux et aux changements des autres espèces pour juste rester avec l'idée que la biodiversité est un équilibre dynamique où chaque espèce doit continuer à évoluer pour arriver à ne serait-ce que se maintenir. Et donc ça ne sert à rien de congeler des graines ou de garder des quelques individus dans un parc. C'est comme si on vous disait je t'aime très fort, je vais te conserver, je vais te congeler. Vous ne serez pas d'accord. On la vit. Un être vivant, c'est en lui-même déjà un équilibre dynamique. Il incorpore tout le temps de l'air, des nutriments et il en recrache. C'est un équilibre dynamique, ce n'est pas un équilibre, un état qu'on peut congeler pour le conserver. Mais la biodiversité, c'est exactement la même chose. C'est un équilibre dynamique. Et donc, quand on veut conserver la biodiversité, des fois on peut se dire oui, mais on trouvera toujours une solution technologique pour arriver à conserver et à se débrouiller, même si certaines espèces disparaissent. Donc, on avait déjà vu le problème des OGM, qui est souvent de dire que c'est un progrès et un bien pour l'humanité. Et que ça permet de nourrir la planète. Nourrir la planète, c'est un slogan qui a vraiment été fait par ce social engineering, qui a été demandé par les producteurs d'OGM. Et donc c'est un peu l'attitude, et en tant que scientifique, c'est difficile de s'en départir. Donc c'est l'attitude de Galilée face à l'Inquisition, de se dire moi je suis le progrès scientifique, je veux faire progresser, et je sais ce qui est bon et ce qui est mieux que l'obscurantisme. Donc là, en l'occurrence, Galilée, il avait raison, mais sur la biodiversité, sur la vie, c'est beaucoup plus difficile de savoir et d'être sûr d'avoir raison. Et c'est des phénomènes beaucoup plus complexes, on a vu, à la fois sur des longues durées de temps et des interactions entre plein d'espèces. Donc là, en particulier sur les OGM, mais sur toute solution, de se dire qu'une solution technologique nous apportera la solution, c'est assez dangereux. Et là, en particulier les OGM, loin d'être un progrès, ça appauvrit la biodiversité puisqu'on va créer une variété qu'on va planter partout qui a moins de diversité que ce qu'on pourrait planter. Mais surtout, comme on a vu, ça permet déjà d'augmenter les pesticides et de contrôler la filière. C'est-à-dire, par exemple, sur le Roundup, on vend les OGM résistants au Roundup et les agriculteurs qui l'achètent sont obligés d'utiliser le Roundup, alors qu'il s'est tombé dans le domaine public, ils pourraient très bien utiliser autre chose, mais ça leur permet d'obliger à utiliser le Roundup. Ça permet une appropriation du vivant, puisque vous savez qu'on ne peut pas breveter le vivant, sauf s'il y a une invention, sauf si c'est un OGM. Donc c'est la seule solution pour arriver à breveter le vivant. Et donc plus globalement, c'est un peu le mythe du progrès et qui est assez répandu chez les scientifiques. Et donc il y a
qu'on peut un peu illustrer avec le mythe d'Icare. Donc, vous connaissez le mythe d'Icare, hein, c'était le roi Minos qui avait vexé Poséidon, donc Poséidon lui avait offert un taureau blanc magnifique en lui demandant de le sacrifier en hommage à Poséidon, ce que Minos n'avait pas fait. Donc pour se venger, Poséidon a rendu la femme de Minos, Pasiphae, amoureuse du taureau blanc. Donc pour résoudre ce problème, ils ont inventé une solution technologique. Ils ont demandé à Dédale de faire un faux taureau, une fausse vache en bois dans lequel Pasiphae pourrait se cacher pour s'accoupler avec le taureau dont elle était tombée amoureuse, ce qu'elle a fait. Donc la solution technologique en question a mené à une catastrophe qui était le Minotaure. Donc elle a accouché du Minotaure qui avait donc un corps d'homme et une tête de taureau. Donc c'était un nouveau problème. On a inventé une nouvelle solution technologique. Qu'est-ce qu'on a fait? Un labyrinthe pour mettre le Minotaure au milieu. Donc on envoyait des jeunes gens combattre contre le Minotaure. Le problème, c'est qu'à un moment, on a envoyé Thésée, dont la fille de Minos était amoureuse. Donc Thésée a demandé, donc c'est Dédale qui a fait le labyrinthe. Ariane a demandé, donc la fille du roi Minos a demandé comment faire pour sauver son fiancé. Donc elle lui dit c'est facile, une nouvelle solution technologique, le fil d'Ariane pour sortir du labyrinthe. Donc effectivement, Thésée a tué le Minotaure et est sorti du labyrinthe. Du coup, évidemment, Minos n'était pas content du tout. Il a enfermé Dédale dans son propre labyrinthe, qui a inventé une nouvelle solution technologique pour s'en sortir, qui était de faire des ailes en collant avec de la cire, qui a mené à une autre catastrophe, qui sont approchés ce fils de Dédale est approché trop près du soleil, ça a fondu et il est tombé. Donc c'est un peu une allégorie du fait que peut-être qu'à un certain moment, on peut se dire qu'il y a différents progrès et que ce n'est pas toujours la course technologique vers plus de technologie qui nous sauvera, mais peut-être que le progrès scientifique maintenant, c'est de comprendre l'écologie, l'environnement, et que la biodiversité est un équilibre dynamique, et que c'est la dynamique de cet équilibre qu'il faut protéger. C'est ce que nous enseignent les sciences de l'écologie et de l'évolution, que c'est un équilibre dynamique et qui ne peuvent pas se maintenir sans les conditions pour maintenir cet équilibre. Donc la semaine prochaine, on verra un autre aspect peut-être un peu plus pointu sur ces menaces sur la biodiversité, sur l'émergence des nouvelles maladies et l'évolution des pathogènes. Et donc à nouveau quelques conseils de lecture si vous voulez aller plus loin. Donc un livre fondateur de l'écologie par Rachel Carson, Silent Spring, le printemps silencieux, où déjà il y a très longtemps, elle alertait sur le fait que les oiseaux disparaissaient. C'est pour ça qu'elle a appelé son livre « Le printemps silencieux ». Il n'y avait plus d'oiseaux, plus d'insectes, déjà. Et donc, plus récemment, d'autres livres qui reprennent son titre. Et donc, ça a été une fondatrice des sciences de l'écologie. Et un livre sur cette histoire de social engineering. Voilà. Merci.